bonjour à tous. D'abord, je vais suivre et essayer de donner du contenu concret à ce que vient de dire pour vous. Parce que finalement, vous dites, oui, bien sûr, j'ai de l'épargne. Mais qu'est-ce que je peux en faire? Et puis finalement, en quoi j'ai un pouvoir? Mais vous avez le pouvoir d'interpeller ou de réveiller votre banquier, en fait. Et comment ça? Finalement, assez logiquement, j'imagine que si vous êtes ici, c'est parce que vous avez envie d'acheter, de savoir ce que vous mangez. Alors, vous achetez des produits bio. Vous êtes ici parce que vous n'avez pas envie d'acheter des vêtements qui sont entachés du sang de gens morts dans le Rana Plaza et vous avez besoin qu'on vous garantisse qu'ils ont été fabriqués dans le respect des gens qui les ont produits. Donc vous cherchez des étiquettes, des labels, des choses comme ça qui vous disent que vous êtes un consommateur responsable. Donc vous faites ce qu'on appelle de la consommation. Parce que dans un pays comme la France, on a tendance à ne regarder que le pouvoir politique. Il est bien sûr clé. Mais finalement, il y a aussi le pouvoir du caddie. Et il est beaucoup plus fortement développé dans des pays, on va dire, de culture anglo-saxonne. Moi, je ne sais pas ce que c'est que les anglo-saxons, mais enfin de culture anglophone, où l'idée qu'on peut acheter telle ou telle marque, c'est une façon de dire je souscris à ce genre de façon de produire des choses et je ne souscris pas à telle autre, c'est-à-dire je boycotte telle autre. Pour vous donner un exemple très concret, quand il s'est avéré que Starbucks en Angleterre ne payait pas un sou d'impôts, les gens ont arrêté d'aller chez Starbucks. Non pas parce que le café avait tourné, mais tout simplement parce qu'effectivement, ils voyaient bien que leur pays avait besoin que les entreprises payent des impôts et que sinon le pays ne tournait pas et que donc il n'y avait pas de raison d'aller boire du café chez Starbucks, mais plutôt chez ses concurrents. Donc cette logique-là, elle est assez facile à comprendre. Et finalement, pourquoi, alors que votre argent, notre argent, c'est le nôtre, celui qu'on se donne beaucoup de mal à gagner, à épargner, etc., pourquoi on abandonne toute souveraineté, d'une certaine façon, en le remettant à un monsieur ou une dame très gentil, ça, c'est pas le problème, dans une banque, qui vous dit, en gros, prudent, dynamique, équilibré. Alors, selon ce que vous avez comme image vous-même, vous dites, un peu des trois. Et donc, du coup, il vous propose un peu des trois, c'est-à-dire un produit qui correspond à ça. Mais c'est pas non plus lui qui est responsable, bon, il est formé pour ça. Puis après, il vous dit, bon, alors selon votre âge, vous voulez acheter un appartement, financer les études de vos enfants, votre retraite, etc. Vous dites, selon ce que vous voulez faire. Et puis, du coup, il vous dit, c'est ça qu'il vous faut. Et on n'est pas du tout dans la logique habituelle de la consommation où effectivement vous dites je désire telle et telle chose et donc donnez-moi tel et tel produit qui correspond à ce désir. On est dans l'idée de cette personne-là c'est mieux que vous, ce que vous devez faire avec votre argent finalement. Et surtout à aucun moment dans ce dialogue n'intervient cette question clé qui est mais au fait mon argent il va où? Il va dans un grand tout. Alors, effectivement, la question, c'est votre projet personnel, mais l'usage qui est fait de cet argent, il sert à, comme Philippe vient de vous l'expliquer, il fait les 8 000 milliards, là, la grosse planète, c'est vous aussi. Et donc, cet argent-là, on est tout à fait en droit, et ça serait parfaitement cohérent de demander à votre banquier, mais au fait, il va où? Vous en faites quoi? Quelle est la destination? Est-ce que je vais investir dans des entreprises qui font ci ou ça? Est-ce que je contribue à construire des infrastructures? Et donc, on est dans la logique très concrète de tout ce que vient d'expliquer Philippe, pourrait tout à fait entrer dans une logique de dialogue avec votre banquier, qui vous demanderait toujours si vous êtes prudent, dynamique et équilibré, mais qui sera en capacité de vous dire qu'au-delà de vos qualités, dont je ne doute pas, vous êtes effectivement capable de demander des choses, de dire vous avez un système de valeurs, il y a des choses dans lesquelles vous ne voudriez pas mettre d'argent, dans les choses dans lesquelles vous voudriez mettre de l'argent, et vous voudriez des produits financiers qui vous permettent de répondre à ça. Alors, c'est donc ce que je viens de vous demander. Et il y avait un petit film qui s'appelait « Moi, la finance et le développement durable » qui montrait effectivement très bien que, par exemple, vous avez tous un livret développement durable. Qui, ici, levez la main, s'est demandé pourquoi ça s'appelait livret de développement durable? Et c'est un sondage. Bravo! Et est-ce que vous avez essayé de répondre à cette question? C'est-à-dire, est-ce que vous avez demandé à votre banquier ce que c'était qu'un livret de développement durable? Voilà. Ah, madame a eu... Moi, ça m'a fait réfléchir. Je me suis demandé... Oh, pardon. Oui, bonjour. Ça m'a fait réfléchir. Je me suis demandé pourquoi, tout d'un coup, il changeait le nom de mon livret qui avait un autre nom avant. Dans la nuit? Ça a commencé à me faire réfléchir très sérieusement. Et depuis, je suis allée dans une banque 100% éthique. Et donc voilà. Et donc ça a été un des débuts de ce parcours-là. Voilà. Et donc nous avons élu cette jeune femme comme la personne témoin de ma démonstration. Merci, madame. C'est qu'effectivement, c'est cette question-là
entraîne des changements et des interrogations. Et alors, juste pour vous la faire très courte, le livret développement durable, c'est une histoire extraordinaire, c'est-à-dire qu'en fait, au départ, il devait y avoir un livret spécifique pour financer des actions permettant de réaliser des isolements, enfin de tout ce qui concerne les actions de transition énergétique, de rénovation du bâtiment. Et ben en fait, on a fait autrement. Finalement, on n'a pas créé un livret spécifique, on a augmenté le plafond d'un truc qui s'appelait le Codévi, qui consistait effectivement à financer les PME, mais alors sans aucun critère environnemental. Et puis on a mis 10% de ces encours-là à des actions de développement durable, mais dans lesquelles il y a une opacité la plus totale, puisque ça fait maintenant presque 10 ans que je demande à avoir des comptes sur mais quel est l'usage fait des 10% du livret développement durable. Je ne désespère pas, nous allons avoir des résultats, mais quels que soient ces 10%, il y a 90% qui, eux, n'ont pas de critères environnementaux, donc la notion de livret développement durable pose problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, à Novetic, qui est le centre de recherche que je dirige, qui est financé par la Caisse des dépôts? On publie des informations qui sont en accès libre, donc vous pouvez vous connecter sur le site et découvrir à la fois des informations au sens journalistique, et puis aussi on est un centre de recherche, et donc à ce titre-là, on fait des statistiques sur ce qu'est l'investissement responsable en France, c'est-à-dire comment, quel volume, de quelle façon on intègre aujourd'hui des dimensions environnementales, sociales et de gouvernance dans la gestion d'actifs, et puis on labellise. C'est-à-dire qu'en fait, on a un process de labellisation sur des critères d'investissement responsable. Donc nous, on ne s'occupe pas de la partie financière. On regarde, on voit ce que les gestionnaires de fonds comme Philippe Zawati se sont engagés à faire. On voit comment ils le font et on délivre le label si tout ce processus a un impact significatif sur le portefeuille et que donc on peut aider les gens comme vous et moi à repérer des produits qui sont solides dans leur dimension d'investissement responsable. Alors, comme on parle souvent mieux avec un petit dessin qu'avec un long discours, en principe, vous allez avoir un petit dessin animé. En principe. Aujourd'hui, voilà. C'était un message fort qu'il faut que vous reteniez. Et maintenant, le film. Pas du tout, il n'est jamais venu. D'accord. Eh bien, la garantie d'un investissement responsable. L'investissement socialement responsable, ou ISR, c'est investir sur les marchés financiers en achetant des actions ou des obligations. La principale différence avec des fonds d'investissement classiques réside dans la sélection des entreprises selon des critères financiers, mais aussi environnementaux, c'est-à-dire une exploitation des ressources raisonnée, comme une faible émission de gaz à effet de serre ou une consommation en eau limitée. Des critères sociaux, c'est-à-dire une gestion respectueuse des salariés en interne et chez les fournisseurs, comme le respect de la liberté syndicale, une politique de formation soutenue ou une bonne gestion du dialogue social. Et des critères liés à la gouvernance d'entreprise, c'est-à-dire un partage des pouvoirs ou une transparence vis-à-vis des actionnaires et du public, notamment sur les rémunérations des dirigeants. Cette analyse complète permet à l'épargnant d'investir dans des entreprises qui ont des pratiques plus responsables et des modèles économiques plus résistants face à la crise écologique. Attention, l'ISR ne doit pas être confondu avec la finance solidaire, qui consiste à investir dans des PME ou TPE, dans des secteurs liés au commerce équitable ou au logement social par exemple. Pour donner un repère aux épargnants et les aider à mieux comprendre l'ISR, Novetic, centre de recherche indépendant spécialisé dans l'ISR, a créé un label en 2009. Attribué au fonds d'investissement pour une année, ce label vérifie et contrôle qu'au moins 90% des entreprises composant le fonds a été étudié selon ces 3 critères, environnementaux, sociaux et de gouvernance, que la banque informe l'épargnant sur son processus de sélection et précise la composition de l'intégralité de son portefeuille, ce qu'aucun autre placement ne permet. Le label ISR Novetic ne garantit pas qu'un fonds ne comporte aucune entreprise controversée, mais il garantit à l'épargnant transparence et traçabilité dans ses placements et lui offre la possibilité de savoir où et comment est placé son argent. Il peut alors demander des comptes à sa banque et reprendre la main sur la gestion de son épargne.
Alors, j'imagine qu'il y a un pourcentage que je ne connais pas d'aquabonistes dans la salle qui se disent « Mais enfin, avec mes 300, 3000, 30 000 euros, qu'est-ce que je peux faire face à des mouvements où tout se compte en milliards ?» En fait, vous pouvez faire beaucoup parce que par définition, vous êtes nombreux. C'est-à-dire que vous avez peut-être 3 000 euros ou 30 000, mais tous ensemble, ça commence à faire beaucoup et ça crée un mouvement de société, ça crée un mouvement d'opinion publique que... Très honnêtement, aujourd'hui, la plupart des banquiers que je connais bien, pas ceux qui font de l'investissement responsable, mais ceux qui font de la distribution de produits, disent ne pas entendre. Ils disent, attendez, il n'y a pas de demande. Alors en fait, il y a de nombreux sondages, il y a de nombreuses choses qui expliquent, si, il y a non seulement de la demande, mais il y a aussi des mouvements collectifs qui se sont créés. Et un exemple très concret, c'est la lutte contre le changement climatique. Il y a un mouvement qui était totalement inexistant il y a 3 ans, qui s'appelle le mouvement Go Fossil Free, qui rassemble partout dans le monde, en général des étudiants au départ, qui vont demander, c'est particulièrement dans les universités américaines, mais aussi anglaises, qui vont demander des comptes au fonds de pension de l'université, à la fondation, en disant « Nous ne voulons pas que cet argent, et c'est souvent de très gros encours, finance des entreprises carbo-intensives. » Alors on pense tout de suite au secteur pétrolier, mais de façon générale, nous vous obligeons en tant qu'investisseurs à faire pression sur les entreprises dont vous êtes actionnaire pour sortir de ça. Et donc, il y a des mouvements, il y a des manifestations, il y a un slogan que j'aime beaucoup qui est porté par les universités anglaises, qui est les étudiants écrivent à leurs parents en disant « Mom and Dad, your pension fund is fucking my future ». Ce qui, pour ceux qui ne parlent pas anglais, veut dire papa et maman, votre fonds de pension est en train juste de foirer totalement mon avenir, et c'est pas juste. Et donc, tout ce mouvement-là fait qu'aujourd'hui, d'une part, effectivement, ça produit de l'effet. Alors là, ce n'est pas forcément par le biais de l'épargne, mais par le biais de demander des comptes. Et rien qu'au sommet climatique, dont vous avez moins entendu parler malheureusement que d'autres actualités, mais qui se tient à New York en ce moment, vous avez des 340 investisseurs qui pèsent 24 000 milliards de dollars, qui ont lancé un appel aux gouvernants pour qu'ils agissent sur le changement climatique. Et vous avez un autre groupe d'investisseurs emmené par un fonds de pension suédois AP4, qui s'est engagé à décarboniser d'ici fin 2015 100 milliards de dollars d'investissement. Ces 100 milliards de dollars d'investissement, alors ça veut dire quoi décarboniser un investissement? Vous avez plein de façons de le faire. Vous pouvez effectivement sortir massivement du secteur pétrolier, mais il ne vous a pas échappé que c'est toujours en cours, enfin que ça tient toujours l'économie actuelle. Donc on peut pousser les entreprises pétrolières à baisser leurs émissions de gaz à effet de serre. On peut évidemment, et on peut le faire ensemble, financer de l'énergie renouvelable, une économie plus verte, et ça crée ce cercle vertueux en obligeant l'économie à... C'est un peu un paquebot, hein, donc évidemment, on essaie de modifier le paquebot, c'est un peu un paquebot qui va dans le mur aussi, donc on essaie de modifier la trajectoire pour éviter qu'il touche le mur et qu'effectivement, on aille vers une économie plus durable. Une dernière chose pour que vous vous disiez que ça marche et qui me paraît très saisissante à l'heure actuelle, c'est que les financiers sont en train de se retirer massivement du charbon. Or, les gouvernements, pas vraiment. On sait bien que l'Allemagne, par exemple, a un énorme problème d'émissions de gaz à effet de serre liées au charbon. Et ben, peut-être que finalement, les investisseurs vont obliger un certain nombre de gouvernements à regarder autrement des modèles, puisqu'ils ne trouveront plus, les sources de financement vont s'assécher. Donc ce que vous avez expliqué, Philippe, c'est que la finance n'est jamais qu'un moyen, mais aujourd'hui, le pouvoir qu'elle a pris fait aussi que la façon dont elle décide de faire ou non les choses parce que les modèles économiques sont plus ou moins rentables, est absolument clé. Et aujourd'hui, vous avez une communauté très puissante d'investisseurs qui dit clairement le changement climatique est devenu un risque financier tel que nous devons aller plus vite et plus fort. Et ce n'est pas forcément le langage que tiennent les gouvernants. Voilà.